ministre du secteur socio-culturel était autour du Premier ministre à la primature. Au menu de cette séance de travail hebdomadaire, plusieurs dossiers touchant ce secteur vital de la nation, liés essentiellement au ministère du Travail, de la Santé et de la Recherche scientifique. Il a été procédé à l'examen des dossiers présentés par les différents ministres. Le premier dossier a été présenté par le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale. Il s'agissait du dossier de production des cartes biométriques par la société Semlex, dont le contrat avait été signé en 2009 par le gouvernement de la République et le représentant de la société Semlex. Il se fait qu'après avoir déployé le matériel, jusqu'à ce jour, la production des cartes n'a pas encore commencé parce qu'on attendait le feu vert du gouvernement. Et le groupe thématique a décidé de requérir l'avis du ministère des Finances quant à la poursuite ou non de l'exécution du dit contrat. Le deuxième dossier a été présenté par le ministre de la Santé concernant la création du fonds social de la santé publique. Et il a fait le rapport sur la répartition ou disons l'utilisation de ce fonds sur l'ensemble de la République. Il est évident qu'on va prendre dans un premier temps 65 hôpitaux généraux de référence et un bon nombre de centres de santé qui vont bénéficier de ce fonds et donc de l'équipement qui en sera acquis. Le troisième dossier a été présenté par le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire et Recherche scientifique, en ce que, primo, il suggère qu'on puisse créer un secrétariat général chargé de la recherche au sein des comités de gestion des universités et instituts supérieurs, car il a été démontré que la recherche est le parent pauvre de l'enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique dans notre pays. Or, comme vous le savez, aucun pays ne peut se développer sans la recherche. Le jour de la rentrée parlementaire, Journalistes en danger, GED, a organisé ce mardi 5 mars une matinée échange avec les honorables députés et sénateurs sur la problématique de l'accès à l'information en République démocratique du Congo. La liberté de la presse et le droit à l'information dans notre pays sont garantis par la Constitution. La liberté de la presse entendue comme le droit pour les journalistes, l'obligation pour les journalistes d'ailleurs, de chercher des informations, de pouvoir vérifier ces informations à source pour les diffuser. Malheureusement, il n'existe pas le droit jumeau à cette liberté qui devait faire en sorte que l'accès des journalistes aux sources d'information soit garanti. Ce qui fait qu'on ne peut pas concevoir la liberté de la presse sans que le droit à l'information pour les journalistes qui ne soit pas accompagné par l'obligation qui serait faite à des mandataires de pouvoir diffuser, donner aux journalistes cette information. Et nous disons que l'absence de cette loi d'accès à l'information est à la base de beaucoup de maux dont souffre notre pays aujourd'hui. Le souhait le plus ardent est que cette rencontre soit le prélude à la mise en place d'un cadre permanent de concertation Parlement-Médias, puis réuniré de députés, de sénateurs et des organisations professionnelles de médias. Ce cadre pourra permettre à l'avenir de coordonner les actions et de prendre les initiatives dans le but d'asseoir et de consolider la démocratie dans notre pays. Alors j'ai essayé de rappeler le rôle, de rappeler à nos consciences respectives le rôle stratégique de l'information dans sa dimension formation des esprits et des consciences. Aussi, j'ai lancé un appel pour que les médias reçoivent de l'État une aide décisive. Parce que en démocratie du développement, l'information est la matière première de l'action politique. C'est là que cette information arrive à l'homme politique. Si elle est de mauvaise qualité, la construction de l'action vers le bien-être collectif sera aussi de mauvaise qualité.
Une information insuffisante produit une action insuffisante. S'agissant de ces réformes légales, JED reste convaincu que les médias ne peuvent contribuer à la démocratie et à la bonne gouvernance sans une loi particulière portant sur l'accès des journalistes aux sources d'information publiques. C'est en fait l'autre face de la journée du 8 mars que la femme congolaise devra célébrer dans pratiquement 72 heures. Et à la veille de cette célébration de la journée dédiée au genre féminin, pas grand engouement dans le milieu des vendeuses de pain. Elles se plaignent d'avoir été crucifiées par la décision du gouvernement prise à l'entremise du ministère du Genre de ne pas scander la journée du 8 mars, mais plutôt la passer dans une attitude de méditation, dans la réflexion sur le sort de la femme congolaise. Une décision à la fois qui paralyse les activités de ces femmes vendeuses de pain, surtout à la veille de cette fête. Si les femmes vendeuses fustigent cette décision qui court en leur défaveur, la femme de l'Église, par contre, appuie l'initiative prise par les autorités compétentes. Elle justifie cette prise de position par le bavure qui sont à la fois occasionnés avant, pendant et après cette fête. Au lieu d'être... c'est une journée de réflexion. Au lieu de porter des pales et de faire un défilé, surtout que nous, les mamans, l'an dernier, on a été traumatisés. Il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées. Il y a eu beaucoup d'événements douloureux. Et ce 8 mars, vraiment, on devrait rester en prière, comme je venais de le dire, rester en prière pour être ensemble pour faire le partage, débattre des sujets qui concernent la femme. Bien, parce que na est kuna problème ezali. Vraiment problème ezali mama ya est azolela. Comment mama est azolela, mama ya kisasa osepela. Mama kisasa osepela te parce que mama est azolela, mama est azana mawa, mama est azonyo kwa mama est azomona ba viol makambo ebele bele. En tout cas vraiment na sepeli na journée yango parce que moko journée yango pesa la maka un peu kilikili na nini na tant aussi ça va défiler na biso ba mama de fois to se retrouver que na ba banganda komela masanga ko sala boy en tout cas biso to sepela so sepeli na kin bongo na est ba oya est ba osala ndeni en tout cas vraiment na sepeli na décision gouvernement azui. Décision aussi soutenue par les hommes que la fête du 8 mars comme celle du Saint-Valentin devient un pur calvaire pour eux, à la fois même sujet de plusieurs controverses au foyer. Omoni journée ya le 8 mars eza eloko oyo ba decidaki na bakonzi ya mboka. Donc euti na base était euti na likolo. Alors il fallait peut-être na niveau ya bakonzi ba faire comprendre na mwasi valeur ya journée wana. Mais pour le moment en tout cas je suis insatisfait, la femme ne comprend pas le sens de cette journée-là. Surtout je précise bien, surtout quinoise. Ba précise, ba comprendre tel le 8 mars c'est anini. Souci na bango za ba aldar par exemple. Le jour 8 mars. Aya kana été. Donc abundia kanga mèche ça l'effort tout pour tous les moyens tout possible. Qui a tort et qui aurait raison? Le port de panne caractérise la dignité ainsi que la fierté de la femme congolaise. Il n'est pas du tout intéressant de réduire cette culture bantoue à une simple fête qui a perdu tout son sens ici à Kinshasa. Le dialogue national initié par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, continue à susciter des réactions au sein des forces vives de la nation. La dernière en date est celle du président national de l'Union des Républicains UR, Albert Luyeye, qui, au cours d'un point de presse animé ce lundi, souhaite voir un dialogue franc et sincère qui sera l'occasion de donner solution à tous les problèmes politiques et militaires dans notre pays. Chacun est d'accord, mais cela doit se faire avec l'accord des acteurs politiques ici du dialogue franc et sincère qui doivent régler d'abord les problèmes politico-militaires du pays. C'est dans ces dialogues francs et sincères qu'on doit mettre en place les institutions fiables et les dirigeants crédibles et responsables pour constituer l'État congolais qui n'existe plus comme État tel que défini dans l'accord cadre, sans oublier la réforme de l'armée, de la police et des services de sécurité. On doit aussi envisager les mécanismes nécessaires pour mettre fin à l'occupation de notre pays par des troupes régulières rwandaises, ougandaises, burundaises,
tanzanienne et angolaise. Conformément à l'esprit d'ouverture prôné par le président de la République, il est souhaitable que les uns et les autres abordent le sujet dans un même sens pour l'intérêt primordial du peuple congolais et non pour satisfaire des appétits politiques. Unité, justice, travail. Le premier scrutin depuis la crise post-électorale de 2007 et au lendemain du vote, les résultats provisoires sont publiés au compte-gouttes par la commission électorale qui a livré les premières estimations quant à la participation. Plus de 70% des électeurs se seraient rendus aux urnes. Plus de précisions sur les opérations de dépouillement avec notre envoyé spécial au Kenya, Olivier Conan. Les Kenyans sont dans l'expectative depuis le vote du 4 mars pour choisir le nouveau président du pays. Le vote des 14 millions d'électeurs qui se sont rendus aux urnes continue d'être comptabilisé par la commission électorale indépendante. Les résultats sont retransmis en direct par les chaînes de télévision depuis hier nuit. Seule la commission électorale indépendante peut donner les résultats officiels. Elle dispose d'un délai d'une semaine pour le faire, mais son président espère pouvoir proclamer les résultats dans 24 heures maintenant. La population est suspendue à l'annonce des résultats définitifs de l'élection présidentielle et espère qu'il n'y aura pas de troubles. Par précaution, certains commerces n'ont pas ouvert leurs portes à Nairobi, la capitale. Les Kenyans suivent également avec intérêt les résultats des élections législatives et locales, mais la majorité de la population attend avec impatience de connaître le nom du prochain président du pays. Ils sont encore étudiants mais ont déjà une idée bien précise de ce à quoi devrait ressembler la politique en Égypte. Alors ils ont simulé un modèle de parlement ou plutôt de sa chambre haute où les camps politiques adverses discutent et débattent sereinement. Le but, inciter au dialogue politique dans un pays profondément divisé entre laïcs et islamistes. En 2012, la Choura avait été dissoute avant que le président n'annule la décision. Pendant la période post-révolutionnaire, on a remarqué que la légitimité de l'Assemblée a été remise en question. On a eu le sentiment que rien n'avait changé, qu'on menait la même politique que l'ancien régime où le parti au pouvoir contrôlait tout. La seule différence, c'est que le PND a été remplacé par le parti Liberté et Justice. On a alors décidé que cette fois, on ne resterait pas silencieux. Et on a créé ce Parlement modèle pour montrer comment il doit être composé, ses membres et ses comités. Mais devant le boycott annoncé des prochaines législatives par une majorité de l'opposition, la future Chambre haute risque bien d'être de nouveau dominée presque exclusivement par les islamistes. Pour ces étudiants, il faut d'abord mettre fin aux émeutes qui secouent actuellement les rues égyptiennes avant d'appeler les électeurs aux urnes. Il faut un consensus de tous les partis politiques avant de penser à organiser des élections législatives. On n'est pas prêt pour une élection vu la situation actuelle. Dans ce Parlement modèle où les étudiants endossent le rôle d'un ministre ou d'un député de l'un ou l'autre camp, on débat de justice sociale ou de droits humains sous les yeux des vrais députés. Ils ont vraiment essayé de délivrer des messages spécifiques. Par exemple, j'étais surpris de voir que leur ministre de l'Intérieur était un barbu du parti salafiste et leur ministre de la Défense était une femme. Ça montre qu'ils sont capables de s'adresser à tout le monde. Chaque semaine, ils endosseront leur costume pour tenir les sessions hebdomadaires de cette simulation de Parlement. À Cibitoke, mais aussi à Bujumbura, au nord du Burundi, les files d'attente sont longues aux abords des stations-service. Et pourtant, ces automobilistes ne sont pas certains d'être servis en essence. La pénurie de carburant qui frappe le pays depuis le début de la semaine dernière serait une conséquence de la dévaluation du franc burundais. Quand il y a dévaluation de notre monnaie, il y a automatiquement donc la pénurie du carburant qui fait le fait que donc on revoit la hausse ces produits suite à la chute de la valeur de notre monnaie. Vous comprenez que donc les commerçants, les importateurs de ces produits-là spéculent d'abord en attendant que le prix soit revu à la hausse. Ainsi, le litre d'essence s'achète entre 3 500 et 4 000 francs burundais, alors qu'il revenait en moyenne à 2 160 francs burundais il y a moins d'une semaine. En conséquence de l'augmentation du prix du baril, le tarif des tickets de bus s'est également envolé. Il faut désormais compter près de 1 000 francs burundais pour se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur de la province, c'est-à-dire le double du prix initial. Actuellement, c'est à cause du tarissement
des financements des partenaires, du moins des appuis budgétaires. Il y a un manque criant de devises à cause du manque de ces devises. Les partenaires du Burundi ne donnent pas des appuis budgétaires. Le ministère du Commerce est à l'étude concernant les mesures à prendre pour réguler ces facteurs externes et invite tous les acteurs à faciliter l'entrée du brut sur le territoire burundais. Les habitants de Chikapa, qui ont bien reçu l'idée de la construction d'une école de métier de type moderne, n'ont pas tari d'initiative pour manifester leur reconnaissance à la première dame. Pour remercier pour la première fois depuis Congo et Banda, Chikapa, Evre, Aboye Salema.